Chaque matin, depuis des mois, Maximilien Robespierre se levait à la même heure. Ses contemporains l'ont noté avec une précision presque inquiète, comme si sa régularité était elle-même une forme de violence. Il habitait chez les Duplay, rue Saint-Honoré, une famille de menuisiers qui l'adorait avec une dévotion qui frisait le religieux. Éléonore Duplay, la fille aînée, lui préparait son café. Il s'habillait soigneusement, la perruque poudrée, l'habit soigné, les bas de soie même dans les moments de crise les plus aigus. Il lisait, il écrivait, il recevait. Et dans les semaines qui ont précédé Thermidor, il lisait aussi les listes, les noms de ceux qui passeraient devant le tribunal révolutionnaire, les noms de ceux qui n'en reviendraient pas. Ce rituel-là, il l'avait intégré à sa journée comme d'autres intègrent la lecture du journal. C'est important de le comprendre. Pas pour le diaboliser, des historiens ont passé 2 siècles à faire ça, et ça n'éclaire rien. Mais pour mesurer ce que représentait pour un homme comme lui, le moment où la routine s'est cassée net. Le 8 Thermidor an 2, c'est le 26 juillet 1794, pour ceux qui n'ont pas grandi avec le calendrier républicain, Robespierre se lève comme d'habitude. Il a 36 ans. Il en paraît davantage. Les portraits de l'époque montrent un homme dont les yeux semblent toujours légèrement décalés par rapport au visage, comme s'il regardait quelque chose que les autres ne voient pas encore. Ses ennemis diront plus tard qu'il était déjà fou. Ses défenseurs diront qu'il était visionnaire. La vérité, chirurgicalement, c'est qu'il était épuisé et qu'il le savait. Depuis plusieurs semaines, il avait pratiquement cessé d'assister aux réunions du comité de salut public. Il s'était retiré. Il observait. Et pendant qu'il observait, ses ennemis bougeaient. Ce matin du 8 Thermidor, il a dans les mains un discours qu'il a travaillé pendant plusieurs jours. Un texte long, dense, construit avec la précision d'un acte d'accusation. Il va le lire à la Convention nationale cet après-midi. Il est convaincu, et c'est là où tout déraille, que ce discours va le sauver. Mettons les choses en place, parce que si vous ne saisissez pas l'état de la Convention en juillet 1794, la suite ne prend pas tout son poids. Depuis le printemps, la terreur tourne à plat régime. Le tribunal révolutionnaire de Fouquier-Tinville expédie des dizaines de condamnations par jour. La loi du 22 prairial, votée en juin, a supprimé presque toutes les garanties procédurales qui restaient. Plus d'avocats, plus de témoins pour la défense, 2 verdicts possibles seulement, l'acquittement ou la mort. Robespierre a soutenu cette loi, il l'a défendue, et ses collègues du comité, Billaud-Varenne, Collot d'Herbois, Carnot, ont voté avec lui, certains par conviction, d'autres par peur de paraître insuffisamment révolutionnaires. Mais quelque chose a changé au cours de l'été, quelque chose de difficile à nommer précisément parce que ça n'a pas pris la forme d'une révolte ouverte. Ça a pris la forme d'une peur sourde, diffuse, qui s'est répandue dans les couloirs de la Convention comme une odeur de brûlé. Les représentants en mission, ces délégués envoyés en province pour pacifier les régions rebelles, avaient commis des excès considérables. Fouché à Lyon, Carrier à Nantes, Tallien à Bordeaux. Des centaines, des milliers d'exécutions. Et maintenant que les grandes menaces militaires s'éloignaient, Fleurus avait été gagné en juin, la coalition refluait, une question non formulée flottait dans l'air de la Convention. Est-ce que Robespierre va maintenant se retourner contre nous? Personne ne posait cette question à voix haute. C'était trop dangereux. Mais tout le monde y pensait. Et Robespierre, qui n'était pas stupide, loin de là, le sentait. D'où le discours du 8 Thermidor, d'où cette tentative de reprendre la main. Il monte à la tribune cet après-midi-là. La salle est pleine, tendue, silencieuse d'une façon particulière, pas le silence du respect, le silence de ceux qui retiennent leur souffle. Robespierre commence à lire. Sa voix est précise, légèrement nasale, avec cet accent d'Arras qu'il n'a jamais tout à fait perdu malgré 20 ans à Paris. Il parle pendant plus de 2 heures. Certains comptes rendus parlent de 5 heures, c'est probablement exagéré, mais la séance a duré plusieurs heures, et son discours en a occupé une large part. Ce qu'il dit, dans les grandes lignes, c'est ceci. La révolution est trahie de l'intérieur. Il y a des factions corrompues, des hommes qui ont abusé de leur pouvoir en province, des individus qui cherchent à détruire le gouvernement révolutionnaire. Il les accuse. Mais, et c'est là le coup de génie raté,
il ne les nomme pas. Il faut vraiment s'arrêter sur ce point parce que c'est là que tout bascule. En ne nommant personne, Robespierre a cru se donner une position de force. Il pensait que l'ambiguïté terroriserait ses ennemis, qu'il ne saurait pas qui était visé, qu'il resterait paralysé. C'est un calcul parfaitement rationnel. Et c'est un désastre absolu. Parce que quand un homme comme Robespierre, en juillet 1794, annonce qu'il y a des traîtres parmi les représentants, sans donner de nom, chaque homme dans cette salle se tourne vers son voisin et pense « c'est peut-être moi qu'il vise ». Et un homme qui croit être la prochaine cible d'un accusateur public sous la terreur n'a qu'une option rationnelle, frapper en premier. Fouché le comprend immédiatement. Tallien aussi, Barras probablement. Billaud-Varenne, qui siège au comité de salut public avec Robespierre et qui sait mieux que quiconque à quel point leurs relations se sont détériorées, le comprend certainement. Le discours du 8 Thermidor n'est pas un coup de maître. C'est une déclaration de guerre sans désignation d'ennemi, ce qui revient à déclarer la guerre à tout le monde simultanément. La Convention vote l'impression et l'envoi du discours aux communes. C'est un honneur ordinaire, presque automatique. Mais quelques heures plus tard, dans des couloirs et des arrière-salles, ce vote est annulé. C'est le premier signe. Robespierre ne le voit pas, ou choisit de ne pas le voir, ce qui revient au même. Ce soir-là, il va aux Jacobins. Il relit son discours. La salle l'acclame. Collot d'Herbois et Billaud-Varenne, qui étaient présents, sont hués quand ils tentent de prendre la parole. Robespierre quitte la réunion en déclarant, et là les sources sont relativement concordantes, que ce discours est son testament, que si on doit le frapper, il est prêt. C'est du théâtre ou c'est de la prescience? Dans les deux cas, il n'a pas tort. La nuit du 8 au 9 Thermidor, pendant que Robespierre dort rue Saint-Honoré, ou essaie de dormir, 3 hommes ne dorment pas du tout. Joseph Fouché, dit parfois l'ombre, est un personnage qu'on ne peut pas résumer en quelques lignes sans lui faire une faveur. Ancien prêtre, représentant en mission, il a supervisé des fusillades collectives à Lyon avec une efficacité bureaucratique qui avait mis mal à l'aise même certains membres du comité. Robespierre le déteste viscéralement et le lui a fait savoir. Fouché a déjà été exclu des Jacobins sur ordre tacite de Robespierre, une humiliation publique dans un monde où les Jacobins représentaient le cœur politique du régime. Il sait que s'il ne fait rien, il est mort. Pas métaphoriquement, littéralement mort. Jean-Lambert Tallien est plus jeune, plus impulsif. Il était représentant à Bordeaux, où il a rencontré Theresia Cabarrus, une aristocrate espagnole d'une beauté remarquable, selon tous ceux qui l'ont décrite, qu'il a d'abord fait arrêter, puis dont il est tombé amoureux, et qu'il a protégé de l'exécution. Ce faisant, il s'est mis en travers de la politique de terreur. Theresia est toujours en prison à Paris quand Thermidor arrive. Tallien a reçu une lettre d'elle, les détails exacts varient selon les sources, lui disant qu'elle serait bientôt exécutée si rien ne changeait. La version romantique de Thermidor fait de Tallien un amoureux qui sauve la Révolution pour sauver sa maîtresse. C'est un peu simplifié. Mais l'urgence personnelle est réelle. Paul Barras est différent. Aristocrate de naissance, il a rallié la Révolution avec le pragmatisme de quelqu'un qui a compris très tôt que les aristocrates qui survivraient seraient ceux qui changeraient de camp le plus vite. Il n'a pas d'idéologie profonde, ce qui, dans le contexte de Thermidor, est un avantage considérable. Il peut agir sans avoir à se justifier devant ses propres convictions. Et il a quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Des contacts militaires, une capacité à mobiliser des hommes armés si les choses tournent à l'affrontement physique. Ces 3 hommes ne forment pas un complot au sens classique. C'est ça que les manuels scolaires ratent presque systématiquement. Il n'y a pas eu de réunion secrète, de serment dans une cave, de plan en 10 points. Ce qu'il y a eu, c'est une série de conversations nocturnes, fiévreuses, dans des appartements parisiens, où des hommes terrorisés se sont mutuellement convaincus que demain matin, le 9 Thermidor, était leur dernière chance. Après, si Robespierre consolidait sa position, il serait trop tard. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas avec certitude qui d'autre est dans leur camp. Carnot au comité? Peut-être. Les anciens indulgents, les amis de Danton exécutés en avril, ceux qui restent en tout cas? Possiblement. Des membres de la Plaine, ce groupe centriste de la Convention qui avait jusque-là survécu en restant discret?
C'est leur pari le plus important et le plus incertain. Fouché, cette nuit-là, circule. C'est sa spécialité. Il parle à un tel, glisse un mot à un autre, pose des questions qui sont en réalité des propositions. Il ne dit jamais clairement « Demain, nous renversons Robespierre », parce que si ça rate, cette phrase-là est une condamnation à mort. Ce qu'il dit, c'est quelque chose comme « Les choses ne peuvent pas continuer ainsi ». Chacun comprend le reste. Tallien, lui, prépare quelque chose de plus concret. Il a une dague sur lui le lendemain, les sources sur ce point sont relativement fiables, plusieurs témoins en parlent. Il a décidé que si la Convention ne vote pas la chute de Robespierre, il fera quelque chose. Quoi exactement? Même lui, probablement, ne le sait pas encore avec précision. Barras s'assure qu'il pourra commander des forces armées si nécessaire. C'est le volet militaire d'un complot qui n'en est pas vraiment un. Et pendant ce temps, dans d'autres appartements, d'autres conversations. Billaud-Varenne et Collot d'Herbois, qui ont été humiliés aux Jacobins quelques heures plus tôt, prennent leur décision. Ils ont plus à perdre que quiconque s'ils hésitent. Ils siègent au comité avec Robespierre, ils ne peuvent pas prétendre ignorer ce qui se passe. Leur seule option est d'attaquer les premiers. Ce qui est fascinant, et qui mérite d'être dit clairement parce que presque personne ne le dit de cette façon, c'est que la coalition qui a renversé Robespierre n'avait aucune vision commune de ce qui devait venir après. Fouché voulait survivre, Tallien voulait libérer Thérésia, Barras voulait du pouvoir, Billaud et Collot voulaient continuer la révolution sans Robespierre. La Plaine voulait mettre fin à la terreur. Ces objectifs ne sont pas seulement différents, ils sont incompatibles. Dans quelques mois, ces mêmes hommes allaient se déchirer. Mais cette nuit-là, ils avaient assez en commun pour bouger ensemble pendant quelques heures cruciales. Le Paris de cette nuit, parce qu'il faut l'imaginer physiquement, est une ville qui a appris à vivre avec la peur comme avec la météo. Les charrettes du matin ne sont plus un événement, elles font partie du paysage sonore de la ville. Les cafés ferment tôt, les gens chuchotent. Les dénonciations ont créé une culture du silence, dans laquelle même les amis proches évitent certains sujets. Et pourtant, cette nuit du 8 au 9 Thermidor, quelque chose se déplace dans la ville. Pas visiblement, mais là. Aux alentours de minuit, la plupart des pièces sont jouées. Pas toutes, il y aura des surprises le lendemain, des trahisons imprévues, des soutiens qui s'évaporeront. Mais les grandes lignes sont tracées. La convention du 9 Thermidor va être différente. Ce que personne ne sait encore, pas Fouché, pas Tallien, pas Barras, certainement pas Robespierre, c'est comment ça va finir exactement. Si ça va finir dans du sang, dans une arrestation, dans un coup de force militaire. L'histoire a l'air inévitable quand on la raconte après coup. Cette nuit-là, elle ne l'était pas du tout. Le 9 Thermidor en 2 commence comme tous les autres matins de la terreur, avec du bruit, de la chaleur, et cette lumière d'été parisien qui entre par les fenêtres trop tôt et ne laisse pas dormir. Robespierre s'est levé. Il s'est habillé. Ses habits sont impeccables, comme toujours. C'est une constante que ses contemporains notent avec une régularité presque comique, comme si la netteté de sa mise était une déclaration politique en soi. Il a mangé peu ou rien, probablement. Il a relu ses notes. Il avait prévu de parler à nouveau à la Convention ce matin, de prolonger l'offensive qu'il avait cru lancer la veille. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est que ses ennemis allaient lui couper la parole avant même qu'il ouvre la bouche. La séance s'ouvre dans la grande salle des Tuileries transformée en salle de délibération. Une architecture qui écrase, des tribunes bondées, une chaleur de four en plein Thermidor. Le public qui remplit les galeries n'est pas neutre, il ne l'a jamais été. Ces hommes et ces femmes qui assistaient aux séances de la Convention venaient parfois de très loin, et ils savaient très bien ce qu'ils voulaient voir. Ce matin-là, beaucoup parmi eux ont entendu parler du discours de la veille, des rumeurs qui circulaient. L'atmosphère est électrique d'une façon particulière, pas l'électricité de l'enthousiasme, celle de l'orage imminent. Billaud-Varenne prend la parole le premier. C'est calculé. En attaquant avant Robespierre, il force la dynamique. Il parle d'hier soir aux Jacobins, de la façon dont Collot d'Herbois et lui-même ont été reçus, des huées, de l'ambiance. Il dit que des hommes ont menacé la représentation nationale.
Il dit des choses assez vagues, mais dans un ton d'accusation qui fait que la salle comprend immédiatement dans quel registre on est. Collot d'Herbois enchaîne dans le même sens. Robespierre veut répondre. Il se lève. Et là commence quelque chose d'assez extraordinaire à observer depuis 2 siècles de distance. La Convention, collectivement, refuse de lui laisser la parole. Pas physiquement, pas encore, mais par le bruit. Les murmures, les interruptions, les cris venant des montagnards qui, hier encore, lui auraient obéi. Tallien se lève. Il a préparé son intervention toute la nuit. Les sources contemporaines le confirment indirectement par la cohérence et la densité de ce qu'il dit. Il accuse Robespierre de vouloir établir une tyrannie. Et il dit quelque chose qui reste dans les comptes rendus de la séance avec une clarté saisissante. Il dit qu'il s'est armé d'un poignard pour percer le sein du tyran si la Convention n'a pas le courage d'agir. Il brandit effectivement quelque chose. La salle explose. C'est du théâtre. Tallien le sait. La Convention le sait. Mais le théâtre, dans ces moments-là, crée sa propre réalité. Le geste du poignard donne à tout le monde une permission qu'ils attendaient. Robespierre essaie encore de parler. Le président de séance, Thuriot, qui n'est pas là par hasard, qui a été placé là précisément parce qu'il ne lui donnera pas la parole, fait sonner la cloche. Encore et encore. Les représentants crient, les tribunes crient. C'est un vacarme délibéré, organisé, et Robespierre, au milieu de ça, cherche à parler à quelqu'un, n'importe qui l'écouterait. Il se tourne vers la montagne, les sièges élevés de la gauche où siégeaient ses soutiens. Silence ou regard détourné. Il crie, selon certains témoignages, « Pour la dernière fois, président d'assassin, je te demande la parole ». La formulation exacte varie selon les sources, mais l'essence est là, dans plusieurs récits contemporains. Il ne l'obtient pas. Ce moment, Robespierre, qui ne peut pas parler, qui est réduit au silence par le bruit collectif d'une assemblée qui a décidé de ne plus l'entendre, est déjà une répétition de ce qui va arriver le lendemain. Et presque personne ne fait le lien. Il perd la voix le 9 Thermidor dans la métaphore, avant de la perdre dans la chair le 10. Le décret d'arrestation est voté. Il vise Robespierre, son frère Augustin, qui a choisi de se solidariser avec lui publiquement, Saint-Just, Couthon, et un peu plus tard, Lebas. 5 hommes. Le vote est rapide, les mains se lèvent, et c'est fait. 2 siècles de révolution, d'incorruptibles, d'hommes qui avaient envoyé à la mort des Girondins, des hébertistes, des dantonistes. Tout ça se termine en quelques minutes de vote à main levée, dans la chaleur écrasante d'une salle d'été. Les 5 hommes sont conduits à la barre de la Convention, puis séparés et envoyés vers différentes prisons. Robespierre est assigné au Luxembourg, mais là, quelque chose d'inattendu se produit. Quelque chose que la plupart des récits populaires de Thermidor expédient en 2 lignes, alors que c'est en réalité l'articulation centrale de ce qui suit. Le directeur du Luxembourg refuse de l'admettre. Prenons le temps de mesurer ce que ça signifie. Un directeur de prison, sous la terreur, refuse d'emprisonner l'homme que la Convention vient de décréter d'arrestation. Ce n'est pas de la bravoure, enfin, pas seulement. C'est le signe que quelque chose se passe en dehors de la Convention, quelque chose que les thermidoriens n'ont pas encore tout à fait maîtrisé. La Commune de Paris, le gouvernement municipal de la capitale, qui avait été un soutien crucial de la Révolution depuis 1789, est en train de se mobiliser pour Robespierre. Henriot, le commandant de la garde nationale de Paris, un homme brutalement loyal à Robespierre et pas particulièrement encombré de nuances politiques, a essayé d'agir dès le début de l'après-midi. Il a été arrêté lui-même, assez rapidement, mais ses adjoints ont continué à mobiliser. La Commune siège en permanence à l'Hôtel de Ville, l'actuel bâtiment de la mairie de Paris, place de Grève. Elle décrète le tocsin. Elle appelle les sections de Paris à se rassembler, armées, pour défendre la Révolution contre ce qu'elle appelle une contre-révolution à la Convention. Et pendant quelques heures, c'est là où l'histoire bascule vraiment, ça marche. Robespierre n'est pas conduit en prison. Il est finalement amené à la mairie, place de Grève, où la Commune l'attend. Son frère Augustin le rejoint. Couthon, estropié, arrive dans son fauteuil roulant, une image qui a quelque chose d'à la fois pathétique et déterminé. Saint-Just est là. Lebas est là. À un moment donné, dans la soirée du 9 Thermidor,
il y a plusieurs milliers de personnes rassemblées sur la place de Grève et aux alentours. Des canons ont été amenés. Henriot, libéré par les siens dans la confusion, est quelque part dans les rues. Sur le papier, sur le strict papier des forces en présence à 8 heures du soir ce 9 Thermidor, Robespierre n'est pas encore battu. Mais il y a un problème. Un problème que les historiens mentionnent, que les manuels notent, mais dont personne ne mesure vraiment l'épaisseur humaine concrète. Robespierre ne donne pas d'ordre. Il est à l'hôtel de ville. Les gens l'attendent. La commune lui demande de signer un appel aux armes, un document qui appellerait les sections de Paris à marcher sur la Convention au nom de la Révolution. Ce serait une insurrection, explicite, assumée. Et Robespierre hésite. On a beaucoup débattu de cette hésitation. Certains y voient un homme qui n'a jamais voulu être un dictateur et qui refuse à la dernière minute de franchir le pas qu'il en aurait fait un. D'autres y voient simplement la paralysie de quelqu'un qui n'avait jamais dirigé une insurrection armée, qui était un avocat et un orateur, pas un chef militaire. Les deux lectures sont probablement partiellement vraies. Ce qui est certain, c'est qu'il signe finalement un document, partiellement. Son prénom, Maximilien, ou selon certaines sources, le début de son nom. Il s'arrête. Le document incomplet, cette signature inachevée est conservée. Elle ressemble exactement à ce qu'elle est, l'hésitation d'un homme qui n'arrive plus à décider ce qu'il est. Et pendant qu'il hésite, les sections de Paris, elles, commencent à hésiter aussi. C'est le phénomène le plus difficile à restituer parce qu'il est invisible dans les archives. Ce moment où une foule qui attendait un signal comprend qu'il ne vient pas et commence doucement, individuellement, à se demander si elle a bien fait de venir. Les sans-culottes des faubourgs qui avaient répondu à l'appel de la commune avaient besoin de voir quelque chose, un discours, un geste, un homme debout devant eux qui dit clairement « Voilà pourquoi vous êtes là, voilà ce qu'on fait ». Robespierre ne sort pas. Il reste à l'intérieur, à délibérer, à hésiter, à ne pas signer. La foule se disperse lentement, par petits groupes, comme elle s'était rassemblée. Pas par trahison, pas pour la plupart d'entre eux, par incompréhension, par fatigue, parce qu'il était tard et qu'il n'y avait rien à voir. Vers minuit, Barras commande les forces conventionnelles, quelques centaines d'hommes armés, pas plus, mais suffisants pour ce qui reste en face, et marche vers l'hôtel de ville. La résistance à ce stade est minimale. Les canons qui avaient été amenés ne sont pas chargés ou leurs servants sont partis. Quelques coups de feu peut-être. Les versions divergent sur les détails précis de l'assaut et il vaut mieux ne pas inventer une précision que les sources ne donnent pas. Ce qui est certain, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Le bas tire sur lui-même et se tue. Augustin Robespierre saute par une fenêtre, un saut qui lui brisera les deux jambes et qu'on interprétera diversement selon les sympathies de chacun, comme une tentative de suicide ou une tentative de fuite. Couthon est retrouvé au bas d'un escalier, peut-être tombé, peut-être jeté. Les circonstances exactes restent disputées. Saint-Just est arrêté sans violence. Il est étrangement calme, selon les témoignages, d'une sérénité qui a quelque chose d'effrayant chez un homme de 26 ans qui sait ce qui vient. Et Robespierre. Robespierre est retrouvé dans la grande salle de l'hôtel de ville, la salle du conseil général de la commune. Il est blessé à la mâchoire inférieure gauche, grièvement. La mâchoire est fracassée, littéralement, l'os brisé, la bouche qui ne se ferme plus correctement, du sang sur ses habits impeccables. Voilà le détail que tout le monde mentionne et que presque personne n'examine vraiment. Parce que la question de savoir comment cette blessure s'est produite n'est pas réglée. Et elle change tout à la façon dont on lit les dernières heures de sa vie. Il y a deux versions principales, et elles impliquent des réalités radicalement différentes. La première version, un gendarme nommé Merda, un nom qui a fourni des décennies de jeux de mots faciles aux historiens peu scrupuleux, lui a tiré dessus. Merda lui-même a revendiqué ce tir toute sa vie, y voyant un acte héroïque qui lui valait une pension et une reconnaissance. Selon cette version, la balle a traversé la mâchoire inférieure, fracturant l'os. C'est une version qui arrange beaucoup de monde. Elle fait de la blessure un accident de l'assaut, quelque chose de net, de militaire.
La deuxième version, et elle est défendue par plusieurs historiens sérieux, dont des travaux récents qui ont réexaminé les témoignages contemporains, c'est que Robespierre a tenté de se suicider, qu'il a retourné le pistolet contre lui-même, que le tir a raté sa cible létale et que c'est lui qui s'est fracassé la mâchoire. Cette version aussi arrange certains. Elle fait de lui un homme qui avait choisi sa mort plutôt que de la subir. Ce qu'on sait avec certitude, c'est l'état dans lequel il est. La mâchoire brisée, probablement en plusieurs fragments. La douleur, et là aucune version ne diverge, devait être absolument atroce. Pas une douleur qui s'estompe, pas quelque chose qu'on peut ignorer. Une douleur constante, pulsante, qui envahit le visage, le crâne, qui empêche d'avaler, de parler, de penser clairement. On le ramasse, on le transporte, on le dépose sur une table dans la salle du comité de salut public, aux Tuileries, la même institution qu'il avait dominée pendant des mois. Il est allongé là, dans ses habits souillés de sang, la mâchoire maintenue par un pansement ou un linge qu'on lui a improvisé. Des gens passent, des gens le regardent. Des pamphlets commencent à circuler dans Paris avant même que le jour se lève. La vitesse à laquelle la propagande s'est organisée autour de sa chute suggère qu'elle était préparée à l'avance, ce qui nous en dit long sur le degré de préméditation de ses adversaires. Il reste là pendant des heures, plusieurs heures, dans la douleur, sans pouvoir parler. Saint-Just, lui, est intact. Il est debout quelque part dans le même bâtiment ou dans une pièce adjacente. On rapporte qu'à un moment, il montre un document, le projet de constitution républicaine qu'ils avaient préparé ensemble, lui et Robespierre, un texte qui n'a jamais été mis en œuvre. « C'est moi qui ai fait ça », dit-il, selon des versions rapportées après coup. Il est difficile de savoir exactement ce qu'il a dit cette nuit-là. Les témoignages sont rares et filtrés par ce que leurs auteurs voulaient retenir. Mais l'image de Saint-Just tenant ce texte, cette promesse de futur non advenue, dans les dernières heures avant son exécution, elle est là dans les sources, et elle n'a pas besoin d'être romancée. Le matin du 10 Thermidor arrive avec une rapidité qui coupe le souffle, même à 2 siècles de distance. La Convention n'a pas dormi, ou peu. Elle siège dès l'aube. Il y a des décisions à prendre, et surtout, il y a une urgence que tout le monde ressent sans forcément l'articuler. Tant que Robespierre est vivant, il est dangereux. Pas parce qu'il peut physiquement faire quoi que ce soit, il est blessé, prostré, sans soutien militaire, mais parce que les sans-culottes pourraient se remobiliser, parce que la Commune existe encore, parce que Paris est imprévisible. La décision est prise d'appliquer la loi du 22 prairial, cette même loi que Robespierre avait soutenue, à Robespierre et à ses compagnons. La loi qui ne demandait pas de procès long, pas de témoins, pas d'avocats, juste une identification de l'accusé et un passage immédiat à l'exécution pour ceux que le tribunal déclarait hors la loi. Hors la loi, c'est le terme exact. Et son ironie n'est pas accidentelle. C'est Robespierre qui, plus que quiconque, avait forgé l'outil juridique qui allait maintenant servir à l'effacer. L'identification formelle a lieu dans la matinée. Robespierre est présenté, allongé ou assis, les sources varient, devant des officiers du tribunal. Sa mâchoire est enveloppée dans un linge blanc, maintenant taché de rouge. Il ne peut pas parler. Pas de façon audible en tout cas. Certains témoignages disent qu'il a tenté de dire quelque chose, que des sons sont sortis, inarticulats. D'autres disent qu'il était silencieux. Dans tous les cas, aucune déclaration, aucune défense, aucun discours. L'homme qui avait passé des années à façonner des arguments, à construire des réquisitoires, à articuler des visions du monde en phrases ciselées, cet homme-là est réduit au silence par l'os brisé de sa propre mâchoire. Il a 36 ans. Il va mourir dans quelques heures. Et il ne peut pas dire un mot. La charrette part en milieu d'après-midi. C'est le même véhicule que tous les autres jours, la même charrette en bois, les mêmes roues qui cahotent sur les pavés parisiens, le même trajet vers la place du Trône renversé, renommée place de la Révolution quelques mois plus tôt, rebaptisée encore, comme si Paris ne savait plus quoi faire de ses propres noms. Le bourreau Charles-Henri Sanson, ou son fils Henri qui l'assistait souvent, supervise les préparatifs. Pour eux, c'est une journée de travail comme les autres, en plus chargée peut-être. 22 condamnés ce jour-là. Robespierre, Saint-Just, Couthon, Augustin Robespierre avec ses jambes fracturées,
et 18 autres membres de la commune et partisans arrêtés dans la nuit. 22 en une seule charrette, c'est beaucoup. C'est serré, physiquement. Les corps se touchent. Avant le départ, il y a quelque chose que les récits populaires de Thermidor oublient presque toujours, et que je veux poser ici clairement, parce que ça dit quelque chose d'essentiel sur la nature de ce régime jusqu'à son dernier souffle. On a retiré le pansement de la mâchoire de Robespierre pour le soigner, ou plutôt pour nettoyer la plaie avant l'exécution. Un chirurgien, dont le nom apparaît dans certaines sources comme Souberbiel, avait examiné la blessure. Il faut imaginer ce que ça représente. Retirer le bandage improvisé qui maintenait les fragments osseux ensemble. La mâchoire inférieure s'affaisse. Ce son, si quelqu'un dans la pièce l'a entendu, n'est pas quelque chose qu'on oublie facilement. Robespierre a crié, ou gémi selon les versions. Il a les yeux ouverts. Il est conscient. Pleinement conscient, semble-t-il, de tout ce qui se passe. Le trajet de la conciergerie à la place de la Révolution dure longtemps. Pas parce que la distance est immense, Paris n'est pas une ville démesurée, mais parce que la foule s'est massée sur le parcours. Et cette foule-là n'est pas là pour pleurer. Il faut être honnête sur ce point, même si c'est inconfortable. Les sans-culottes qui, quelques heures plus tôt, avaient répondu à l'appel de la commune, ou une partie d'entre eux, sont maintenant dans la rue pour voir passer la charrette, et beaucoup crient. Pas en soutien. Les comptes rendus contemporains, les journaux des jours suivants, plusieurs mémoires d'époque décrivent une foule qui insulte, qui crache, qui brandit des poings. Des femmes, les sources les mentionnent spécifiquement, avec cette façon qu'avait l'époque de trouver la chose notable, qui hurlent des choses obscènes en direction de la charrette. Quelqu'un jette quelque chose. Du sang d'animal, selon une version. Robespierre reçoit ça sur ses habits déjà souillés. Est-ce que cette foule représentait le peuple de Paris retourné contre lui ? Ou est-ce qu'il s'agissait de gens mobilisés par les sections thermidoriennes, d'une violence orchestrée ? Probablement les deux, dans des proportions impossibles à démêler. Paris avait une façon de croire simultanément plusieurs choses contradictoires, surtout quand sa propre survie collective était en jeu. Saint-Just, dans la même charrette, ne regarde pas la foule. Plusieurs témoignages insistent sur ça. Sa façon de tenir la tête droite, de regarder droit devant lui, avec cette expression fermée qui lui était habituelle et qui avait toujours mis les gens mal à l'aise. Il a 26 ans. Il est le plus jeune membre du comité de salut public qu'il ait jamais été, et il va mourir dans quelques minutes avec la même économie de gestes qu'il avait mise dans tout le reste. On ne sait pas ce qu'il pense. Il n'a rien dit, ou rien qui soit parvenu jusqu'à nous, depuis la nuit précédente. Couthon, lui, souffre. Sa paralysie des membres inférieurs le rendait dépendant pour tout déplacement, et la charrette n'a pas été aménagée pour lui. Il est maintenu à peu près droit par ceux qui l'entourent. Augustin Robespierre, avec ses deux jambes brisées par sa chute de la fenêtre, est dans un état similaire. Il ne peut pas se tenir debout, pas vraiment. Et Robespierre. Maximilien, l'aîné, l'incorruptible, celui dont le nom avait fait trembler les représentants les plus chevronnés de la Convention pendant plus d'1 an, il est assis dans cette charrette avec sa mâchoire qui pend. Le linge blanc a été remis, ou pas. Les descriptions varient. Ce qui ne varie pas, c'est l'image générale. Un homme défait, physiquement, irrémédiablement, qui ne peut plus tenir le registre qui avait été le sien pendant toute sa vie d'adulte. Le registre de la parole maîtrisée, de l'argumentation précise, du discours comme arme et comme armure. La guillotine l'attend place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde pour ceux qui connaissent Paris aujourd'hui. La lame a déjà fonctionné ce jour-là, ou va fonctionner avant lui pour les autres condamnés. Le mécanisme est huilé, efficace, rapide. Ce n'est pas une ironie mineure que la mort par guillotine ait été présentée à l'origine, par son inventeur conceptuel, le docteur Guillotin, comme une mort égalitaire et humaine. La même mort pour tout le monde, aristocrate ou paysan, rapide, mécanique, sans la variabilité cruelle des autres méthodes d'exécution. Une mort républicaine, en quelque sorte. Robespierre avait envoyé des centaines de personnes à cette même lame. Le chiffre exact de ceux qui moururent pendant la période où il exerça le plus d'influence sur le tribunal révolutionnaire, entre le printemps et Thermidor 1794, est difficile à établir avec une précision absolue,
Mais on parle de plusieurs centaines de condamnations à Paris seul et de milliers en province si l'on inclut les représentants en mission qu'il avait soutenus ou tolérés. Chiffres asséchés par les archives, dépouillés de tout affect. Mais derrière chaque unité, il y avait une charrette identique à celle-ci, un trajet identique, une foule identique. Quand la charrette arrive place de la Révolution, il y a encore du monde. Beaucoup de monde. L'exécution de Robespierre est un événement, et Paris le sait. L'ordre des exécutions ce jour-là, qui passe en premier, qui en dernier, est lui-même une décision politique. Robespierre passe en dernier, ou parmi les derniers. Il doit attendre. Il doit regarder. L'historien Georges Lefebvre, qui n'était pas du genre à romancer ses sources, note que Robespierre a regardé l'exécution de ses compagnons. Debout, ou maintenu debout, sa condition physique à ce stade est telle qu'on peut se demander dans quelle mesure il tenait seul, il a regardé Saint-Just, il a regardé Couthon. Et puis c'était son tour. Quand les aides du bourreau s'approchent de lui pour le préparer, le retirer de la charrette, l'amener à l'échafaud, il y a un moment. Un moment très bref, mais qui figure dans plusieurs témoignages avec une cohérence suffisante pour qu'on le prenne au sérieux. En retirant le bandage de sa mâchoire pour préparer son cou à la lunette de la guillotine, un cri sort. Ou quelque chose comme un cri. Un son involontaire, arraché par la douleur plutôt que choisi, le son de quelqu'un qui ne peut pas faire autrement. Le son d'un homme à qui on enlève le seul soutien qui maintient les fragments de sa propre face en place. Puis on le couche sur la bascule. La planche bascule, la lunette se ferme sur son cou. Et c'est fini. Le corps de Robespierre, avec ceux de ses compagnons, est transporté au cimetière des Errants-de-Six, un lieu qui n'existe plus, absorbé depuis longtemps par le tissu urbain de Paris, quelque part dans le 17e arrondissement actuel. Pas de tombe marquée, pas de pierre. Les corps sont jetés dans une fosse commune avec de la chaux vive pour accélérer la décomposition. C'était la pratique standard pour les condamnés de la Terreur. La même pratique qu'on avait appliquée aux autres pendant des mois, sous le régime qu'il avait contribué à bâtir. Il n'y a pas de tombe de Robespierre à Paris. Pas d'endroit où aller se recueillir, si on avait envie de le faire. Ce qui reste, c'est du papier, des discours, des lettres. Et cette signature inachevée sur le document de la commune. Maximilien, suivi du vide, qui ressemble, si on veut lui chercher une signification, à l'image parfaite d'une vie qui s'est arrêtée au milieu de sa propre phrase. Les jours qui suivent Thermidor sont importants pour comprendre ce que la journée du 9 a vraiment signifié. Pas dans l'absolu, mais dans ses conséquences concrètes, immédiates, que ceux qui l'avaient provoquées n'avaient certainement pas toutes anticipées. Fouché est l'un des grands vainqueurs de Thermidor. Il le sait immédiatement, il en tire parti immédiatement, avec cette rapidité d'adaptation qui était sa marque de fabrique. Dans les semaines qui suivent, les prisons s'ouvrent. Des milliers de suspects sont libérés. Des gens qui attendaient depuis des mois un procès qui les aurait probablement envoyés à la mort. Certains sortent hébétés, amaigris, désorientés par un Paris qui a changé de visage pendant leur détention. Fouché se présente comme un artisan de cette libération. C'est en partie vrai, et en grande partie de la réécriture en temps réel. Tallien libère Thérésia Cabarrus, qui devient rapidement l'une des figures les plus visibles de ce qu'on appellera la réaction thermidorienne. Les bals, les fêtes, la mode extravagante, les jeunes gens qui portent des vêtements provocateurs et dansent jusqu'à l'aube, dans des salles où quelques semaines plus tôt, on organisait des comités de surveillance. Thérésia est surnommée Notre-Dame de Thermidor. C'est un surnom affectueux et légèrement moqueur à la fois, à l'image de ce moment de l'histoire où personne ne savait vraiment s'il fallait rire ou pleurer du fait d'être encore vivant. Billaud Varenne et Collot d'Herbois, qui avaient été des agents actifs de la Terreur et qui pensaient probablement que Thermidor allait simplement éliminer Robespierre sans remettre en cause le système, découvrent assez vite que la réaction ne s'arrête pas là où ils l'avaient voulu. En 1795, ils sont eux-mêmes déportés. En Guyane pour Billaud, ce qui revenait souvent à une mort lente. Et en fait, il y mourut en 1819, vieilli de façon prématurée. Collot d'Herbois aussi, mort de la fièvre jaune à Cayenne peu après son arrivée. Ils avaient aidé à abattre Robespierre pour survivre, et ils avaient survécu juste assez longtemps pour être déportés sur le même modèle de procédure expéditive qu'ils avaient aidé à perfectionner.
Barras prospère. C'est peut-être la conclusion la plus révélatrice sur la nature de ce qu'était vraiment Thermidor. Barras n'avait pas d'idéologie. Il avait du réseau, de l'instinct de survie et une flexibilité morale qui lui permettait de s'adapter à n'importe quelle configuration politique. Il devient l'un des directeurs sous le Directoire, le régime qui succède à la Convention, et reste une figure centrale du pouvoir jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire en 8. Ce coup d'État, vous le connaissez peut-être sous un autre nom. C'est celui par lequel Napoléon Bonaparte prend le pouvoir en novembre 1799. Barras, ce soir-là, est écarté. On lui donne de l'argent et on lui dit de se tenir tranquille. Il se tient tranquille. Il écrit des mémoires volumineux, très partiaux, et meurt dans son lit en 1829. L'homme qui avait renversé Robespierre finit sa vie dans son lit. L'homme qui avait renversé Barras finit à Sainte-Hélène. La Révolution avait une façon à elle de distribuer les fins. Et maintenant, il faut dire ce que Thermidor a vraiment produit. Parce que c'est là que l'ironie dont je vous parlais depuis le début prend toute sa dimension. Une ironie tellement complète, tellement totale, qu'elle a quelque chose d'obscène. Robespierre voulait sauver la Révolution. Il voulait la purifier, l'épurer de ses corrompus, de ses traîtres, de ceux qui trahissaient ses principes fondateurs. C'était sa conviction, et quelle que soit l'opinion qu'on a sur ses méthodes, il est difficile de sérieusement contester qu'il croyait sincèrement à ce qu'il faisait. Il n'était pas un cynique. C'était peut-être son problème principal. Le discours du 8 Thermidor, ce discours qu'il croyait être son arme de reconquête, a produit exactement l'inverse de l'effet prévu. Il a uni ses ennemis au lieu de les diviser. Il a transformé une coalition hétérogène de survivants terrifiés en quelque chose qui ressemblait, pour quelques heures décisives, à un front cohérent. Et sa chute, la chute de l'homme qui incarnait le plus la terreur aux yeux de ses contemporains, a déclenché non pas la purification de la Révolution, mais sa décomposition. Le relâchement de la terreur qui a suivi Thermidor n'a pas produit une république vertueuse. Il a produit la corruption du Directoire, les spéculateurs enrichis par la guerre, la dévaluation catastrophique des assignats, la misère des classes populaires que la terreur avait, dans son délire, prétendu défendre. La terreur se termine avec Robespierre, et ce qui vient après n'est pas du tout ce pourquoi les sans-culottes avaient marché sur la Bastille en 1789. Ce pourquoi ils avaient marché, c'était vers quelque chose, une égalité réelle, une vie moins dévorée par la faim et l'arbitraire des puissants. Ce qu'ils obtiennent après Thermidor, c'est Barras qui danse, Thérésia qui porte des robes transparentes au bal des victimes, et 5 ans plus tard, un général corse qui décide que la République a assez duré. Robespierre voulait que la Révolution survive. Elle a survécu à sa façon, sous la forme d'un empire. L'homme qui avait fait exécuter le roi de France au nom de la souveraineté populaire a été remplacé, en moins de 10 ans, par un système impérial. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la logique interne d'une révolution qui avait tellement détruit ses propres cadres institutionnels, tellement vidé ses propres institutions de toute autorité stable, qu'elle ne pouvait plus se maintenir que par la force personnelle d'un homme ou mourir dans le chaos. Robespierre était une force personnelle. Napoléon aussi. La différence, c'est que Napoléon avait des armées derrière lui, et pas seulement des mots. Revenons une dernière fois à la mâchoire, parce que ce détail que tout le monde note en passant, que les manuels mentionnent comme une couleur locale avant de passer à autre chose, il mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce qu'il condense quelque chose d'extraordinaire sur la nature du pouvoir révolutionnaire et sur ce que Robespierre représentait dans ce système. Robespierre avait construit tout son pouvoir sur la parole. Pas sur des armées, pas sur de l'argent, pas sur des réseaux de corruption. Il était réellement incorruptible sur ce point, les sources sont unanimes. Il avait construit son autorité sur sa capacité à parler mieux que les autres, à argumenter plus longtemps, à construire des phrases qui donnaient l'impression que la vertu et la logique marchaient ensemble vers la même conclusion. La parole était son seul outil de pouvoir réel. C'est pour ça que le surnom d'incorruptible lui allait si bien. Il ne prenait pas d'argent, ne cherchait pas de titre, ne voulait pas de propriété. Il voulait convaincre. Il voulait avoir raison à voix haute et que tout le monde l'entende. Et la façon dont il est mort, c'est avec la mâchoire fracassée, incapable de dire un mot, exposé au regard de ceux qui l'attendaient.
C'est une cruauté trop précise pour être planifiée. Personne n'a visé sa mâchoire en pensant « voilà comment on fait taire un orateur ». Ça s'est passé comme ça, par accident, ou par sa propre main, ou par la balle d'un gendarme opportuniste. Mais le résultat est là, avec une netteté qui dépasse n'importe quelle mise en scène délibérée. L'homme de la parole est mort sans parole. L'homme qui avait envoyé des centaines d'autres à la guillotine sans leur donner le droit de se défendre est mort sans pouvoir se défendre lui-même. Il avait contribué à fabriquer, avec une précision d'ingénieur, un système où la défense ne servait plus à rien. Un système où l'identification de l'accusé suffisait à déclencher l'exécution. Un système où la parole des accusés avait été officiellement, juridiquement, rendue inutile. La loi du 22 prairial, son outil, son texte, son héritage le plus concret, s'est refermée sur lui comme une porte qu'il avait lui-même construite, dans un couloir qu'il avait lui-même bâti, menant à un endroit où il n'avait jamais prévu d'aller. Il n'a pas pu dire un mot avant la guillotine. Et si vous cherchez le sens de Thermidor, pas le sens officiel, pas la leçon de manuel, mais le sens vrai, le sens que l'événement porte en lui-même dans sa logique propre, c'est peut-être ça. Un homme qui avait tout misé sur la parole, éliminé par ceux qui avaient décidé que cette fois, cette seule fois, on ne le laisserait pas parler. Et une blessure, réelle, physique, irrémédiable, qui a rendu la parole impossible de toute façon. La révolution avait commencé par des discours. Elle finissait, pour lui, dans le silence.